Et hop. Trop bien. Quelle joie, hein. Alors, je bouge pas trop mon fil pour pas faire trop de bruit. Non, c'est bon. Ah, on peut avec ça ? Ouais. Ah, moi, ils font du bruit, mes fils. Tes buds, bah, il faut les changer. Tes câbles. Wow, non, mais alors, bonjour. Nous sommes deux podcasteurs professionnels, l'un plus que l'autre. Mais en vrai, c'est que, tu sais, j'ai enregistré beaucoup de contenu vidéo et audio, en fait, avant de me lancer dans le podcast chez Mademoiselle. Alors que toi, j'avais l'impression que tu étais plutôt à l'écrit. Alors chez moi, Cosmo. j'étais à l'écrit et lorsqu'on faisait une vidéo, il y avait une équipe technique vidéo et donc ça n'a jamais été... tu vois, j'étais pas en charge de checker la partie... Voilà, la partie matos, quoi. Et ça, c'est vraiment le grand truc qui a changé avec mon podcast, c'est tout d'un coup de devoir gérer les vannes, l'épisode, là où on va, là où, tu vois, le son, le chien qui fait du bruit. Enfin, vraiment, maintenant, je suis une déesse indienne avec 8 bras. Bah ouais, t'es Voilà. obligé. Mais mais donc, je veux dire aussi, c'est normal quelque part. Tu vois, moi, j'ai des années d'expérience, quoi. Ouais. Chez Mademoiselle, je faisais tout seul, quoi. Tu vois, j'avais le casque, la caméra. Ah, mais c'est pour ça que je le te pose son, toutes mes le questions. machin. T'as pas capté que là, je suis en espionnage industriel. Viens, prends tout. T'as capté ou quoi? Prends tout, je donne. Voilà. Franchement, aucun problème. Bah, salut Pauline. Salut Fab, ça va? Oui, ça va bien. Première fois de toute ma vie que je fais un épisode crossover. Oh my god! Toi, t'as déjà fait des épisodes crossover? Oh, je veux pas te briser le cœur parce que j'avais l'impression que... Non, t'inquiète. Alors, c'est pas mon premier. Pas mon premier. On parle de podcast. Hein. Oui, j'avais compris. Que nos propos ne soient pas déformés et tirés hors de leur contexte. C'est pas mon premier. En revanche, c'est la première fois que je tente avec de la vidéo et c'est là où je me disais, j'ai envie de comprendre comment tu fais. Ok. Parce que j'aimerais bien me mettre un peu plus sur TikTok comme font les podcasteurs anglais et américains. Yes. Il y en a encore peu en France. C'est surtout des youtubeurs qui ont fait un podcast, qui font de la vidéo, qui postent sur TikTok. Enfin, tu vois le truc. Je vois. Et c'est trop cool que toi, tu aies eu ce réflexe dès le départ, en fait. Pas du tout dès le départ. Non ? Bah, en fait... Déjà, t'as commencé quand ? Le podcast en 2017. Ah ouais. Mes premiers podcasts. Le précurseur des précurseurs. Mais avant ça, chez Mademoiselle, on a commencé en 2014. Donc, il y a longtemps. Putain, 2014. Ouais, on faisait des émissions live sur YouTube. Ouais. Et en fait, on prenait le son de cette émission en live. Ok. Donc, l'émission, en fait, elle ressemblait à une émission de radio. Ça s'appelait L'Émission. C'était une émission sur le bien sexe. sûr. Et vous Avec étiez Sophie 2 Marie. sur iTunes. C'était genre... sur Apple Podcast, vous étiez 4. 3 anglais et 1 français. Et en fait, c'est vrai que moi, j'écoutais les replays et je me disais, mais pourquoi pas les mettre en podcast, parce que c'est vachement plus pratique. Donc, je crois que vraiment, en 2014, on a dû commencer Ah ouais, chapeau bas, là. Voilà, les replays en audio, quoi. C'est chiant, je peux même pas me la péter en mode j'étais vraiment dans les premiers en 2018, quoi. Bah, en vrai, t'étais dans les premiers de la deuxième vague de podcasts, quoi. C'est-à-dire que pour moi, la je dirais première... que j'étais à la fin de la première vague, tu vois. Ça commence déjà... Toi, t'étais avant la vague. Toi, t'étais sur la plage avec ta planche, tu vois. En vrai, la première vague de podcasts, elle est vachement plus tôt que ça, si tu veux. Et pour moi, Oui, t'as raison. la deuxième vague, elle arrive genre 2017, 2018, quoi. Oui, parce que la première vague de podcasts, en réalité, moi, j'achetais des épisodes sur iTunes, 99 centimes l'épisode. Waouh. Et c'est vers 2004, 2005, un truc comme ça. Oui. T'as acheté quoi, les donjons de Noëlbuck ou pas? Tu écoutais ça? Non, moi, moi, c'était des tutos beauté, je pense. Des tutos beauté en podcast? Ça me flatte que tu m'aies vu comme une nana geek. Je suis un peu émue. Mais pas du tout. Non, je crois que c'était une émission de beauté. Ok. J'avais acheté un docu en podcast aussi. Ah oui, t'étais... Mais sur le mannequinat. T'étais à la pointe. Tu vois. Ouais. Voilà. Et 99 centimes l'épisode. Ah là là. C'était l'argent de la semaine qui passait. Hein. Bon, Pauline, on va avoir cette... on va poster cet épisode dans ton podcast et dans le mien. Ouais. Donc peut-être les gens connaissent pas, même si j'ai des gens dans ma commu qui m'ont dit trop bien Pauline, voilà, c'est trop cool. J'ai eu pareil.
Alors bonjour à tous les auditeurs de Fab. Moi je m'appelle Pauline Grisoni, mais on peut m'appeler Paulette avec plaisir. J'ai un podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Donc je l'ai depuis tout début 2018. Je pensais que j'étais ancienne, mais en fait, je suis une toute petite jeune, ça me fait trop plaisir. Et j'interviewe des personnalités de tous les secteurs, des sportifs, des entrepreneurs, des acteurs, des chanteurs, à propos d'un échec et de la leçon de vie qu'ils en ont tirée. Et ça m'a fait connaître, c'est mon podcast vitrine, et maintenant je réalise des podcasts, j'anime... je fais plein de trucs grâce à ça. Donc tu travailles pour des radios ou des marques ou des producteurs, c'est ça? Alors ouais. Okay. Ouais, les trois à la fois. En ce moment, c'est une période plutôt creuse, donc je me suis recentrée sur la leçon. Mais on va en discuter. Ouais. Un podcast, c'est vraiment aujourd'hui un tremplin comme l'était YouTube il y a quelques années, quoi. Donc c'est trop cool. Exactement. Et toi, Fab, présente-toi. Eh bien, moi, je suis podcasteur depuis 2017. En vrai, j'ai lancé mon propre podcast en 2017 qui s'appelle Histoire de Daron. C'était mon tout premier, où je faisais parler des pères de paternité. Et en fait, j'ai lancé ce podcast alors que j'étais encore le fondateur et le boss d'un média web qui s'appelle Mademoiselle, qui est un média féminin. Que j'ai revendu en 2020 pour faire autre chose. Ça faisait 15 ans que je le faisais, c'était bien. Et en fait, depuis, je me suis lancé dans la production globalement en fait d'émissions d'interviews sur différents sujets. Donc il y a toujours la paternité, j'aime beaucoup. Là je fais maintenant des discussions avec des mères. Oui, c'est toujours mieux. Oh, on peut changer d'avis entre temps. J'arrête tout ce qui est paternité, j'en ai plein. Voilà. Et donc je fais des darons aussi maintenant. Donc je fais Histoire de Daron. Je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Et puis il y a ce podcast dans lequel on sera en fait qui s'appelle Histoire de succès où je fais parler des gens de leur rapport et de leur chemin vers le succès en fait. Voilà. J'adore parce que tous les deux on va dans le même sens mais avec un angle différent. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc toi tu travailles à chaque fois avec tous ces podcasts et une énorme base d'écoute au final, mais pour toi. C'est ça, c'est-à-dire que... Est-ce que tu bosses pour des marques Non, également? Contrairement à toi, je fais pas trop ça. J'essaie vraiment de me focaliser, pour l'instant j'y arrive et c'est cool, sur les podcasts que je produis moi qui sont à moi en fait finalement, mes podcasts d'interview, et je veux vraiment faire en sorte de garder ça, de me concentrer là-dessus, donc j'en fais plus, enfin tu vois, de ce fait-là j'en ai créé plus, et qui me permettent de pouvoir ramener des sponsors et qui me permettent de pouvoir globalement payer mes factures et gagner ma vie. Mais c'est vrai que je bosse pour d'autres marques, mais plutôt parce qu'elles viennent annoncer sur mon podcast. Et tu n'as pas des sponsors sur tous tes podcasts encore? Si. Ça change en fait. Tu vois, parfois j'ai des podcasts. Là, j'ai eu un gros sponsor avec Philips sur Histoire de mec, donc sur la masculinité. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu sur ce podcast en particulier. Mais généralement, c'est plutôt sur mes deux plus gros, c'est Histoire de succès, Histoire de Daron. Ah, c'est cool ça. Mais ça change un peu là, tu vois. Donc, ça bouge en fonction des annonceurs, de ce qu'ils veulent et tout, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est deux angles différents. Moi, je vois tout de suite le point positif de ton business plan, c'est que tu n'es pas dépendant de la venue d'une marque à toi ou d'un média pour te rémunérer. Tu produis, donc ça vient de toi. Et à l'inverse, moi, je suis payée de manière plus rapide. J'ai des one-shots qui sont plus intéressants financièrement, plutôt que la construction d'une audience sur la durée sur mes autres podcasts. Ouais, c'est ça. C'est deux façons de faire complètement différentes, mais complémentaires en fait. Et pour moi, tu vois, j'irais plutôt... En fait, je commencerai peut-être à faire des podcasts pour d'autres marques, etc. Mais en fait, j'ai plutôt envie de me concentrer sur les sponsors et sur la production de mes épisodes, quoi. Mais c'est plus intelligent à long terme d'avoir tout un gros catalogue. C'est pas le même. Moi, je pense en tout cas. Bah c'est pas la même approche en fait, parce que en fait j'imagine que toi quand tu fais ça t'es prestataire et en fait moi j'ai pu le faire chez Mademoiselle et ça m'intéresse plus de faire ça aujourd'hui. Tu vois, je considère que si j'arrive à vivre c'est ça, t'es parti pour que de mes sponsors, en fait c'est déjà super quoi.
Tu vois, et moi je le fais aussi parce que j'adore vraiment bosser en équipe et c'est un truc qui me manque beaucoup. Et on en parlera, je pense, de cette vie un peu particulière quand t'es free chez toi et que tu reçois chez toi. C'était particulièrement dur pendant les confinements parce que putain, moi je sortais plus de chez moi du coup, tu vois. Et ça m'apporte ce sentiment d'être entouré d'une équipe, de bosser. Je comprends. Ça c'est charmé et c'est très agréable aussi de se faire payer tout de suite. Et à l'inverse, on parlera de l'évolution de nos métiers, mais moi je vois aussi les limites de ça. C'est que tu vois, par exemple ce mois-ci, j'ai pas de nouveaux projets. Ouais. Depuis janvier, là j'ai terminé tous mes projets. J'avais jusqu'à 6 ou 7 podcasts à la fois, donc c'était beaucoup. T'avais du taf. En plus d'émissions à côté, tu sais, parce que quand t'es freelance, t'arrives pas à dire non, parce que tu dis ça peut ne pas marcher demain, donc tu vois. Donc j'étais là, bien sûr, les soirs, les week-ends, mais non, je ne bosse pas à ce moment-là, ça tombe bien. Mais là, par exemple, c'est un creux de la vague en ce moment, et je suis bien content d'avoir la leçon et d'être mon propre patron sur un podcast au moins. Parce que t'as des sponsors sur la leçon, donc tu gagnes aussi de l'argent grâce aux sponsors de la leçon. Ouais, heureusement. Bah ouais, c'est super. Ça n'a pas toujours été le cas, donc. Trop bien. Est-ce qu'on passe aux questions de notre commu, parce qu'on a posé toi et moi des questions. Ouais. On s'est dit qu'on allait faire cet épisode sous forme d'anecdotes et de prises de vue différentes, parce que voilà, il y a plein de super podcasts qui existent déjà sur comment est-ce qu'on crée son podcast, comment est-ce qu'on le finance. Je trouve ça hyper intéressant de confronter les points de vue de deux personnes qui ont lâché leur taf pour se consacrer au podcast, parce que la réalité, elle est quand même un peu différente. Parfois mieux, parfois moins bien que ce qu'on imaginait, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, comme tu dis, c'est une aventure entrepreneuriale, en fait. Limite. De ouf. Moi, j'ai appris, mais vraiment, je te jure, je pense que j'ai pris 10 ans d'expertise en 4-5 ans, là. Ah ouais. C'est dingue parce que tu dois évidemment négocier pour toi, faire ta compta, faire ta com, tout ça. T'avais toujours été salarié jusque-là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai connu qu'un patron à part des jobs étudiants ou alors des stages. Moi, j'ai été que chez Cosmo, donc j'ai pas. Ah, mais c'est canon. C'est trop bien que t'es arrivé à quitter ton job et c'est très chouette. Pourquoi tu fais la moue? Non, je fais la moue parce que vraiment, j'étais plus du tout heureuse dans ce job-là et que... Ça faisait longtemps que tu le faisais, non? Ça faisait 5 ans. Et moi, il y a un souci, c'est que l'amour dure vraiment 3 ans chez moi. Alors, faut pas que mon mec écoute ça parce que, l'amour professionnel, tu vois. Mais moi, je m'ennuie au bout de 3 ans. La première année, je stresse. La deuxième année, je commence à un petit peu me sentir à l'aise. La troisième année, je suis là, d'accord, et what next, tu vois? Et là, j'en suis à ma 5e année de la leçon et je sens que j'ai vraiment besoin de rechanger des trucs parce que sinon je me fais chier. Ouais. Puis il y a un truc génial que peut-être tu découvres, c'est que quand t'es freelance et que t'es à ton compte, il y a que toi qui décides. C'est-à-dire que jusque-là, avant, quand t'es salarié, alors moi j'étais salarié 7 ans avant de monter Mademoiselle. Tu faisais quoi, toi? J'ai bossé chez Pimki. Mais non. Mais si. Mais non. Si, je te jure. On aurait pu continuer comme ça. L'épisode qui dure 2 heures. Mais non. J'étais webmaster à l'époque où ça existait encore. Tu craquais. Je faisais le site internet. Entre 98 et 2005, j'ai fait ça. Ok. Donc ouais. Et en fait, c'était hyper intéressant d'avoir d'abord cette expérience de salariat parce que moi, je voulais tout de suite monter ma boîte depuis que j'étais gamin, quoi. Je voulais vraiment faire ça. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point il y a un côté un peu pratique entre guillemets quand t'évolues pas dans une boîte, c'est que tu peux toujours en vouloir à ton patron de te dire alors on me fait pas confiance et nani et nana, tu vois. Vrai. Là où en fait quand t'es à ton compte, t'as pas d'autre choix que de t'en prendre à toi-même en fait, tu vois. C'est clair, putain, c'est tellement vrai. Tu vois, moi à l'inverse, c'était pas du tout un fantasme l'entrepreneuriat. Moi, ça me plaît beaucoup le CDI. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de super avantages. Encore une fois, j'adore bosser en équipe et c'était ce que je recherchais, tu vois. Et moi, ça me donnait pas envie d'être entrepreneuse. Les galères en France de papier, de machin.
C'est plus simple qu'avant quand même, hein, aujourd'hui. Ouais, mais moi j'ai pas connu avant, je connais maintenant et vraiment ça m'a paniqué et au moins ça déculpabilisera peut-être ceux qui n'ont pas non plus la fibre. À la base, moi j'ai pas du tout la fibre. C'est juste parce que le projet m'a donné envie que je me suis dit let's go, tu vois. Mais si demain on me propose un truc de ouf en CDI, pourquoi pas, hein. Ah ouais, ok. Ouais. Mais il faut que ce soit un truc de ouf. T'es pas attaché. Oui, c'est ça. T'es pas attaché à la liberté qu'offre. C'est vachement agréable la liberté, mais c'est vachement agréable le cadre. C'est sécurisant aussi de ouf. Moi, ça m'angoisse, ça. Ça t'angoisse encore aujourd'hui, là? Même alors que ça fait 4 ans, 5 ans? Alors, déjà, je m'interdis de réfléchir à demain parce que je suis juste dans l'instant présent, parce que je ne sais pas comment demain sera, donc voilà. C'est vachement... Moi, je culpabilise en permanence parce que il y a des moments où je trouve que je bosse pas assez et je suis là, t'es vraiment flemmarde, regarde les autres ce qu'ils font, lève-toi plus tôt, machin et tout, alors que... Regarde les autres ce qu'ils font où? Aux Oscars. Non, je rigole. Je sais pas. Mais je sais pas, sur Instagram, tu les vois encore une semaine de malade, j'enchaîne les rendez-vous, je termine à 1h du mat et moi, il y a des moments où je suis là, je suis en pyjama, il est 16h, je me suis pas lavé, tu vois. sais très bien que Insta, faut toujours prendre tout ça avec plein de pincettes, quoi, tu vois. Ouais, mais juste parfois, je me dis, je bosse pas. Est-ce que je serais capable de rebosser autant qu'avant? Enfin. Ok. Et puis après, il y a une période où je suis prise dans le cyclone, où je bosse de malade jusqu'à 2h du matin et je suis là, ah non, en fait, je suis capable. Je suis capable. Je peux le faire. Alors, je suis en burn-out, mais franchement, je suis capable. Ouais, c'est dur, hein, de réussir à trouver le juste milieu entre la peur de manquer. Tu connais ces périodes de crise, enfin de la vague haute et basse, toi aussi? Ah, mais donc ça fait... Donc j'ai monté Mademoiselle en 2005. Donc en gros, je suis en même temps patron, ouais. Entrepreneur depuis 18 ans. Ouais. En fait, oui, ça m'arrive encore. Alors de façon, en fait, je crois que les pics sont beaucoup moins hauts qu'avant et les downs beaucoup moins hauts. Ce qui est pas désagréable. Hein. C'est vachement bien. J'ai réduit, mais ouais, j'ai toujours des trucs de, par exemple, en début d'année dernière, pendant 6 mois, j'ai foutu la tête dans le seau par rapport à l'argent. Je m'en suis pas occupé. J'avais pas envie. J'avais perdu toute confiance. J'étais là. Ouais. Eh bien, très bien. Je ne vais donc pas m'en occuper. Wow. J'ai foutu la tête dans le seau. Et heureusement que j'avais, tu sais, une force d'inertie, quoi, tu vois. Ouais. Et je m'en suis rendu compte en mai, en fait. Et je me suis dit, mais t'es en train de fuir l'argent, quoi. Alors que j'ai un podcast sur l'argent. Ouais. Mais j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. Mais ouais, ça m'arrive encore, tu vois, d'avoir des moments où je me dis, qu'est-ce que t'es en train de foutre, en fait? Ah oui. Bah ouais. Oui, c'est un podcasteur depuis 2014 qui le dit, donc vraiment, ça me rassure. Oui. Et tu vois, je suis entrepreneur depuis longtemps, donc ça fait partie des trucs où c'est normal. En fait, aujourd'hui, je m'autorise à faire ça parce que ça n'impacte plus que moi ou quasi, tu vois. C'est-à-dire que je bosse avec une toute petite équipe. À l'époque, chez Mademoiselle, on était 30-35, tu vois. Je pouvais pas permettre. Tu bosses avec qui, toi? J'ai une alternante, en fait, qui s'appelle Samantha, qui bosse avec moi. Et je travaille aussi avec en gros, avec 2 monteurs. Alors, un peu moins la monteuse vidéo qui s'appelle Dorothée, qui est une ancienne de chez Mad, qui est géniale. Mais comme je fais pas beaucoup de vidéos, on travaille pas beaucoup ensemble. Et avec Antoine, en fait, qui s'occupe de faire les montages de mes épisodes. Parce que parfois j'en ai trop et que j'arrive pas à tout gérer tout seul, quoi. Et ton alternante, elle gère quoi? Tout le back-office, la prise de rendez-vous, enfin c'est que les trucs que j'ai plus envie de faire. Ok, ouais, c'est un luxe de pouvoir... J'ai cette possibilité-là, j'ai cette chance-là. En plus, alors je sais pas si je pourrais le refaire l'année prochaine parce que, tu sais, il y a eu des aides là de l'État, mais je savais même pas, moi. C'est-à-dire que... non, moi, personne m'a dit. Ouais, l'année passée, j'ai pris une alternante avec qui on a super bien bossé, qui s'appelle Jenna. Et en fait, au moment de l'embaucher, j'ai la personne qui s'occupe de mes RH qui m'a dit, mais en fait, tu vas recevoir une aide d'autant d'euros par mois. Et en fait, en gros, Jenna me coûtait quasiment rien. Ok. Parce que c'était post-Covid pour booster les boulots étudiants, etc. Ouais. L'État a filé plein d'aides. Ils n'arrivaient pas à trouver d'alternance et tout, c'était horrible. Et donc sans doute ce truc-là va s'arrêter. Et donc je sais pas trop si je vais pouvoir continuer à le faire financièrement. Mais en tout cas, j'en profite entre guillemets en ce moment, et j'espère que Samantha en profite aussi de bosser avec moi, c'est cool. Et
Mais ouais, donc j'ai une toute petite équipe et donc ouais, tu vois, comme quand je voulais juste te dire, quand je m'occupe pas pendant 6 mois de l'argent, en fait, ça m'impacte, ça impacte beaucoup moins de gens que quand c'était chez Mademoiselle où je pouvais pas pendant 6 mois de pas m'en occuper, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, c'est encore vraiment un truc qui compte vachement pour moi de me mettre à l'abri. Ça, on en avait discuté un soir, hein, tu te rappelles. Moi, il y a vraiment le truc où quand t'as eu une maman célibataire qui t'a dit tous les mois, ce mois-ci on fait gaffe, ça te reste dans la tête et tu bosses jusqu'à te dire que tu pourras te permettre de ne plus faire gaffe. Écoute mon podcast Histoire d'argent, ça va t'aider. Bah, je crois qu'il faut que je me fasse une petite cure. Ça va vachement t'aider parce qu'en fait, je me rends compte, et il y a plein de gens qui passent dans mon podcast et qui projettent des trucs sur l'argent qui ne leur appartient pas souvent, qui appartient plutôt à leurs parents. Et que tu récupères un peu comme une casserole, tu vois, que tes parents te refilent plein de casseroles. Moi, je suis en train de refiler plein de casseroles à mes filles, tu vois. Bah, sinon, le but de la vie, c'est le jeu. Enfin, bah oui. Qui se démerdent un peu, tu vois. Elle aussi qu'elle se démerde. Moi, j'ai géré les casseroles de mes parents. Je les gère encore, d'ailleurs. Et, mais ouais, là, sur l'argent, il y a un vrai travail à faire, surtout quand t'es freelance et que finalement t'as pas de rentrée automatique. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de freelance qui écoutent mon podcast parce que ça les aide à prendre un peu de recul sur leur... Ouais, de prendre de la hauteur. Bah ouais, le truc que j'ai appris, c'est les périodes de creux où tu fais pas grand chose, elles sont toujours suivies d'une période où tout le monde se rappelle de ton prénom en même temps. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais comme dirait Ribéry, la roue tourne à tourner, tu vois. Donc, il y a vraiment des moments où t'as des rentrées d'argent et t'es là, ouh, mais comment je suis trop une tradeuse de nouilles, quoi. Ouais. Et il y a des périodes où t'es là, j'ai vu 9 d'emploi, peut-être que faudrait que... Et ça, c'est le plus gros truc que j'ai appris en tant que freelance, c'est que l'orage, il faut vraiment le laisser passer, il faut continuer à bosser comme on le fait, et qu'il y a un moment où les gens se rappellent de toi à nouveau et que c'est hyper cyclique. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Ouais. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise de dire combien tu gagnes ? C'est dur de répondre à cette question. Ouais, non. En fait, alors c'est dur de dire combien je gagne parce que j'ai une structure, tu vois, qui a pas d'intérêt, qui est une SAS, tu vois. Mais l'année passée, j'ai fait 95 000 euros de chiffre d'affaires. C'est top. L'année d'avant, j'avais fait 110. Donc en fait, autant te dire que les 6 mois que j'ai passé à rien foutre, c'est venu directement impacter mon chiffre d'affaires. Alors que en vrai, j'aurais dû faire beaucoup plus parce que j'ai produit plus de podcasts. Enfin, tu vois, je me suis vraiment lancé dans la machine. Là où en 2021, je venais de quitter Mademoiselle. Et tu vois, je démarrais lentement. Vraiment, je me suis rendu compte que, ok, frère, ça fait vraiment 6 mois que t'es en train de rien foutre. Donc, sur ces 95 000 euros-là, tout n'est pas dans ma poche, bien sûr, parce que je paye des salaires, je paye... Tu n'habites pas à Dubaï. Tu as des impôts. Des impôts, etc. Mais en gros, globalement, aujourd'hui, je crois que je peux arriver à gagner 4 000 euros par mois avec mon podcast. Bah, c'est grave bien. Ce qui est cool, hein. C'est trop cool. Alors moi, j'ose pas me verser un gros salaire parce que j'ai trop peur, justement, tu vois. Donc moi, je me verse 2 000 euros par mois. Ouais. Quand j'étais chez Cosmo en tant que chef de rubrique, après 5 ans, j'étais à 1 650 euros. En ayant payé une école et tout. Donc, c'est déjà... Moi, je suis contente déjà de pouvoir me dire non seulement je me paye, et en plus je me paye mieux qu'avant. J'ai encore trop peur de dépasser plus parce que je sais pas de quoi demain est fait, donc je vais pas au-delà, je préfère accumuler. L'année dernière, pour moi, j'ai fait une vraiment bonne année. J'étais beaucoup moins élevée que toi, mais je crois que j'ai déclaré 50 000 euros. C'est classe, hein. Moi, j'étais vachement contente. Ouais. J'étais vachement contente. Parce que pour le coup, t'as pas de salarié, t'as pas de frais et tout, donc c'est 50 000 euros. Ouais. Mais par contre, je les ai gardés sur un compte et je me verse 2 000 euros parce que je me dis, voilà, ça me permet de vivre convenablement, mais tout en étant dans la sécurité encore. Ouais. T'es en auto-entrepreneur, là? Ouais. Ok. Ouais, parce que en dessous, pardon, j'ai un cheveu depuis tout à l'heure. Pas de problème. En dessous de, je crois, il y a des paliers. Ouais, c'est 75
15, c'est ça? Ou ouais, je me dis, là, je paie déjà plus de 20% de charge. Sinon, j'en serais à 50% et je gagne pas encore assez pour ça. Mais un sujet, je pense, qui intéressera les gens aussi, c'est combien est-ce qu'on sponsorise nos podcasts, parce qu'on a le même budget. On fait partie de régies publicitaires où il y a un chiffre qui est à peu près commun à toutes les régies. C'est, en fait, votre sponsor vous paye par un budget pour 1000 écoutes. À vous de faire le plus d'écoutes possible ou à vous de négocier le plus gros taux d'écoute. Et souvent, c'est 60 €. Ouais. Pareil pour moi. Voilà. T'as 30%, toi, elle te prend à caisse, ça te prend 30%? Ouais, à peu près. Alors, je sais plus. Je t'avoue que... Je pense que c'est ça dans mes Moi, je m'en fous tant qu'ils me ramènent 60 €. Pour moi, tu vois, s'ils arrivent à négocier plus, tant mieux pour eux. Alors, moi, j'ai pas 60 €. Du coup, je pense que souvent, ce qu'on négocie, les campagnes, c'est souvent 2 semaines sur le podcast, 3 semaines, parfois un mois. Donc, j'ai entre 1007 à 2000 et quelques, 2004 parfois. Enfin, tu vois, ça varie un petit peu. Il y a des longs moments où je suis pas sponsorisée, il y a des moments où je vais être sponsorisée en permanence pendant 6 mois. La classe. Et donc ça, je le mets de côté sur mon petit compte, tu vois, parce que vraiment, j'ai peur. La fourmi, quoi. Ah bah ouais, de ouf, de ouf. Je suis pas non plus un sou est un sou, tu vois, mais genre vraiment, je fais gaffe parce que, peut-être que demain, j'ai un accident qui fait que j'ai plus, je peux plus travailler et je comprends. Franchement. Ouais, je suis grave gaffe à ça. Mais écoute mon podcast. Ouais, ça va te faire du bien, je crois. C'est pas bien parce que je crois que j'écoutais déjà un épisode ou deux, mais j'écoute. Il faut écouter le tout premier avec le tout premier tout premier épisode avec ce mec qui s'appelle Christian Junot, qui explique en gros la ligne édito que je vais avoir sur tout le podcast. Cool. Parce que c'est un mec qui a. En gros, moi, je veux vraiment faire discuter les gens de leur rapport à l'argent et de ce qu'ils projettent dessus. Ouais, c'est parce qu'en fait, en vrai, c'est juste un billet. De ouf. Tu vois, tu prends un billet de 50 balles, c'est un billet de 50 balles, mais en fait, on projette toujours des trucs sur l'argent. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que les riches, c'était des salauds. Parce que, en fait. Tu viens d'une famille de droite, toi, ça se sent. Je viens d'une famille de très à gauche. Vraiment. Et en fait, ça a été vraiment long parce que de ce fait, forcément, tu gagnes pas de l'argent. Et limite, tu culpabilises du coup d'en gagner parce que, en fait, tu deviens le salaud. Tu n'en gagnes pas. Ah bah, parce que tu peux pas. C'est vachement plus simple. C'est vachement plus simple de pas en gagner. Donc, chez Mademoiselle, pendant des années, je me suis pas payé. Mais je m'en rendais pas compte. Alors, moi, j'aime bien l'argent, franchement. J'aime bien l'argent. Je suis pas très matérialiste, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas beaucoup d'avoir un sac de marque, des fringues de marque. Ça, c'est pas le souci. Par contre, là tu sens la taureau, mais genre, je rêve d'avoir une maison secondaire. Je rêve d'avoir une bibliothèque avec des petites échelles dans la bibliothèque. Je veux m'acheter des beaux meubles. Tu vois, quand je passe dans le 7e où il y a tous les magasins, les brocanteurs qui vendent des objets incroyables du 17e, je me dis, je veux m'offrir ça, je veux m'offrir des tableaux de maître. Enfin, tu vois, j'ai vraiment envie de ça, moi. Ok. Et surtout, je ne veux plus regarder les prix au restaurant et au supermarché. Ouais. Ça, c'est mon but. Ouais. Donc moi, j'aime bien l'argent, hein, franchement. Mazel tov, franchement. Ouais. On passe aux questions ? Ouais. J'étais en train de me dire, tu vois. Toi, t'as demandé sur Insta, c'est ça ? Sur Insta. Si vous voulez aller découvrir Pauline de mon côté, vous pouvez aller sur Paulette _ Grisoni. Voilà. Et toi, c'est tout attaché Fab Florent ? Ouais, mais moi, j'ai demandé sur Discord, en fait, parce que j'ai un serveur Discord, tu sais. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'écouter. Et j'ai des gens trop cool qui discutent. Tu sais, c'est une vraie petite communauté, en fait, qui discute tous les jours et tout. Ouais, c'est trop, trop bien. Vas-y, commence-toi. Moi, j'avais pensé à des anecdotes quand on a discuté ensemble. Est-ce que ça fait partie... Ouais, vas-y. On va commencer comme ça. Genre, vraiment une grosse bourde que t'as faite pour un podcast où tu t'es dit, voilà, honte. Genre là, honte. Alors. Ah bah, commence. Alors, c'est pas pour un podcast, c'est pour une interview que j'avais fait à l'époque sur Mademoiselle. Ouais. Tu triches déjà, super. Ouais, mais en fait, en vrai, je fais beaucoup moins de bourdes depuis que j'ai lancé les podcasts, parce que toutes les bourdes, je les ai faites avant, en fait, au début, à mes débuts sur Mademoiselle. C'était vraiment, c'était mon terrain de jeu au départ. Là, maintenant, en vrai,
je fais beaucoup moins de grosses bourdes. C'est logique. Et donc il y a plein de trucs que tu fais une fois, oublier du matos, oublier ta carte son qui est blindée, plus de piles. Enfin, ça c'est vraiment des conneries. Faut passer par là. Enfin, il y a une fois où tu vas le faire. Jeu. C'est toujours la personne la plus importante. Voilà. C'est important, à un moment donné, de juste se planter la gueule pour prendre des leçons, quoi. Mais vraiment, c'est toujours avec la personne où tu te dis, là, par contre, faut pas que je me plante. Ouais. J'imagine que tu as une histoire. Pourquoi une? J'ai fait, en tout, je pense, 400 épisodes avec tous mes podcasts ou 500. Mais j'ai des histoires, Ah ouais? Ah ouais. Bah, une de chaque. Normal. Une de chaque. Écoute, moi, alors. La plus grosse bourde que j'ai pu faire, c'est que je me retrouve, alors je l'ai déjà raconté, hein, donc peut-être que les gens dans mon podcast connaîtront, mais en gros. Ils se plaindront sur ton Discord. En gros, je me retrouve au festival d'Angoulême, 2014-2015, je crois, ouais. et j'y vais pour faire un reportage vidéo. Donc j'ai pas de pied, j'ai rien du tout parce que pour moi c'était juste je vais filmer les gens et voilà. Et en fait il y a l'attachée de presse de Casterman qui est une maison d'édition de BD qui me dit est-ce que ça t'intéresse d'avoir Alexandre Astier en interview, il est là cet après-midi et en gros si tu veux j'ai un créneau pour toi. Oh le rêve. Ah voilà. Ouais. Il est impossible à voir en plus. Ouais. Je vais t'expliquer. Oh non. Est-ce que j'enfonce le clou là oui, ou pas? Oui, t'inquiète. Ça, et en gros, donc trop bien, c'est dans 4 heures, tu vois, et je passe 2 heures, truc que je fais jamais, je prépare mes interviews de ouf. Hein. Aujourd'hui, je les prépare quasiment plus. J'ai plein de questions, etc., etc. Et je me pointe à l'heure du rendez-vous, et en gros, il y a l'attaché de presse, Alexandre Astier, et un mec que je ne connais pas. Et l'attaché de presse me dit on va aller, tu sais il y a plusieurs sites à Angoulême, il y a d'un endroit à l'autre de la ville tu bouges, et elle me dit on va aller là-bas, on en a pour 10 minutes de marche parce qu'après ils ont un direct et comme ça tu pourras faire l'interview là-bas et en fait je comprends que je vais faire l'interview non seulement d'Astier mais aussi du gars qui est avec lui dont je ne connais pas le prénom, qui est son dessinateur. Oh non. À l'époque je me dis, ok, donc il me reste 10 minutes déjà pour savoir qui est ce mec. Je n'ai aucune question pour lui. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. C'est pas cool qu'elle ait pas prévenu. Je n'ai pas lu la BD, etc. Ouais, mais tu vois. Et en fait, pendant 10 minutes, j'essaie de faire charger, tu vois, une page sur mon téléphone. 2014, Il n'y a pas de 3G parce qu'en fait, la 3G, elle est saturée sur Angoulême, tu vois, à l'époque. Je n'arrive même pas à charger une page Wikipédia et je commence l'interview sans connaître le prénom de ce mec. Oh, en sueur. Non, mais horrible. Bah, ta première question, c'est du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Et non, je ne fais pas ça. Parce qu'en fait, mais enfin. En fait, pour moi, je suis en train de me chier dessus. J'ai fait tout un article sur Mademoiselle après pour dire, bah voilà, en fait, pour le coup, la leçon que j'ai tirée de cette histoire. Et en fait, Astier, qui est pas du genre à être plutôt conciliant, quoi. Tu vois, le mec, il a pas le time, quoi. Ok. Et il voit très bien qu'en fait, je passe mon temps à lui poser des questions. Mais en fait, le gars, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Et en plus, je n'ai pas de pied, de trépied, tu vois. Donc, je tiens la caméra à bout de bras. Mais tu vois, je la pose sur mon genou. Normalement, ça va. Mais en vrai, comme je suis hyper stressé, je sens que je tremble. Oh non. C'est horrible. Oh non. Il y a Maya Mazorette, que peut-être tu connais, qui est aujourd'hui chez Quotidien, avec qui on a travaillé pendant des années chez Mademoiselle. Elle bossait avec toi, ok. Elle me voit, elle se pointe en plein dans l'interview, elle est « Salut femme, comment ça va ?» Et moi, je suis là « Jude, qu'est-ce que tu viens faire ?» Qu'est-ce qui se passe? Le truc qui n'arrive jamais. Ceci dit, on était dans un salon, tu vois, il y avait plein de monde et tout. Okay. C'était horrible. Et en fait, à un moment donné, Astier me dit, ah bah voilà, typiquement une question qu'on pourrait poser à Steven. Je suis là, donc le mec s'appelle Steven. Premier indice. Horrible. Oh putain. Et je suis sorti de là, 20 minutes d'interview. J'étais défait. Et en gros, ce que j'aurais dû faire, c'est juste aller voir l'attaché de presse pendant qu'on était en train de se balader, la prendre à part et lui dire, alors je suis désolé, j'avais pas compris, mais en fait, qui c'est? Dis-moi juste, en fait, que je comprenne un peu où j'y vais, où je vais, mais en fait, j'avais vraiment ce truc de, non, mais une sorte de quant à soi débile, tu vois, déjà là, je suis en faute, il faut que je me démerde tout seul, demander de l'aide, c'est pas cool, etc., etc. Et ça reste, sans aucun doute, aujourd'hui, le souvenir le plus horrible, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que
je suis pas très fanboy, tu vois, d'une manière générale. Je suis pas très fan des gens que j'interviewe. Tu vois, je suis pas dans ce truc de je suis trop content. Mais Astier. Fait chier. Mais Astier, en fait, je le trouve brillant, quoi. Tu vois, donc, et c'était vraiment la pire interview de toute ma vie. Voilà. Mais là, c'est le truc de fou, c'est que des trucs basiques que tu t'aurais fait 1000 fois, ça te perturbe trop quand il y a tout ça, quand t'es solo, quand t'adores le mec. Et c'est fou comment on réagit de façon bizarre, hein, dans ces cas-là. T'as pas demandé son prénom, tu vois. J'aurais dû lui dire, alors, mais en fait, je trouvais ça débile de connaître Astier, et tu vois, Mais oui, mais t'as paniqué. Je pouvais pas demander à Astier de se présenter. C'était débile, tu vois. Tu demandes pas à Astier de se présenter. Donc, si je lui demande, enfin, tu vois, non, ça marchait pas. Ouais. Donc, vraiment, je commence l'interview, je ne connais pas le prénom du gars en face. Putain. Et tu sais, ça m'a fait penser, je sais pas si t'as vu le docu d'Orelsan sur Prime. Non, je l'ai pas vu. Ah, faut que tu regardes, c'est magnifique. Putain, à chaque fois on me dit qu'il faut que je le regarde et il faut trop que je le regarde et après il y a un nouveau True Crime qui arrive sur Netflix. Non, écoute ce truc parce que c'est vraiment sur la créativité et tout, c'est génial. Et notamment, il raconte à quel point ils sont gonflés. Enfin, Orelsan était hyper gonflé que dans toutes les interviews avec Gringe, systématiquement, aucun journaliste ne pose de questions à Gringe. Alors qu'il est hyper intéressant. Bien sûr. Et en fait, j'ai fait exactement ça. C'est-à-dire que, effectivement, Astier, il était là, mais mec, t'as que des questions pour moi. Et c'est vrai que je ne savais pas comment rebondir Puis tu devais te sentir mal pour l'autre parce que tu veux pas que l'autre se sente à côté. Moins important parce que moi, il y a un truc que je déteste, c'est, tu sais, tu rencontres quelqu'un que tu connais dans la rue qui est accompagné et tu ne parles qu'à cette personne. J'ai toujours essayé de parler aux deux parce que t'as envie d'inclure. Je suis certaine que t'as dû te dire ça, mais genre sans jamais trouver l'angle. C'est horrible. Je n'ai pas trouvé. Ah putain. Et après, écoute, toi t'y repenses. Lui, il est déjà passé à autre chose, mais toi, tu te dis. Ah, moi, j'étais en PLS dans un coin. Vraiment. J'étais vraiment pas bien. Elle est pas mal. Merci. Alors moi, le bon gros fail qui m'est arrivé l'année dernière, donc en plus c'est encore plus humiliant parce que toi tu peux dire c'était il y a longtemps. Non, moi c'était l'année dernière. Voilà. Je fais l'interview d'Arnaud Ducret et j'insiste parce que sur le coup, on commence l'interview et je fais bonjour Arnaud Ducruet. Et Arnaud Ducruet, en fait, c'est le petit ami à l'époque de Stéphanie de Monaco, tu vois, avec qui elle a eu des enfants. À l'époque. Et je crois que j'ai dû faire une association d'idées dans ma tête que je n'ai jamais... Je l'avais même pas extériorisé. Enfin, c'est pas comme si j'avais fait une vanne. Pas conscientisé, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc le mec me dit oui, on me le dit à chaque fois, mais non, c'est Arnaud Ducret. Donc moi je me sentais trop mal. Et tu rebondis pas en disant mais non, c'était une vanne. Ouais, c'est ça. Non, parce que vraiment, waouh. En plus le mec est humoriste, je peux pas me permettre de faire genre ça c'était une vanne face à un humoriste, tu vois. Donc déjà il me dit on me le fait souvent, mais tu sais avec le petit regard dans le vide un peu, tu vois, en mode. On était là comme ça et en plus je me sentais trop mal parce que pour moi, c'est le manque de respect ultime de pas être capable de prononcer le nom de famille de la personne que tu interviews alors que tu es quand même censé t'être renseigné sur elle, avoir bossé ton interview, tu vois. Et si je fais un petit retour en arrière de quelques minutes, nous sommes en 2021-2022, janvier 2022, le mois où j'ai eu Omicron. Chaque lundi, je faisais un test Covid parce que j'avais des interviews toutes les semaines et juste par mesure de sécurité pour mes invités, voilà, je faisais mon petit test, quoi. Des autotests. Ne faites pas d'autotest. Ce n'est pas fiable. Et je le fais ce lundi matin-là, comme tous les lundis. Il est négatif. Je me sentais en pleine forme, donc ça faisait sens, quoi, tu vois. L'interview est l'après-midi, on a tous nos masques. Et si vous faites du podcast, vous le savez, c'est pas agréable avec un masque. Ouais. On connecte moins parce qu'on n'arrive pas à analyser les expressions faciales de la personne en face. Oui. C'est ça. Le son est un peu frotté, feutré, c'est pas ouf. Et je lui dis, écoute Arnaud Ducruet, la meuf qui en rajoute. C'est ça. Et écoute Arnaud, j'ai fait mon test. Est-ce que ça te dérange que j'enlève mon masque? Lui, hyper gentil, pas du tout. Mets-toi à l'aise, je suis super. Parfait. On fait 45 minutes d'interview qui se passe très bien. L'interview est géniale. Et à la fin, il me raconte qu'il part en tournée. Nous sommes lundi, part en tournée le samedi.
qu'il est stressé parce que ça fait un bout de temps qu'il a pas fait de tournée, que c'est genre la tournée des Zéniths, donc très très grosse production. Le mec, c'est sa première date. Ok. Je le vois venir. C'est la meuf qui est encore en stress post-traumatique. Je rentre chez moi et j'ai une pote qui me dit j'ai le Covid. On était ensemble 3 jours avant, un truc comme ça. J'ai le Covid, va te faire tester. Je me suis fait tester le matin. Je suis un peu en doute. Mais j'ai une autre copine qui organise une galette des rois. Je suis en train de raconter ma life. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de détails? Je ne suis pas sûre. Mais elle organise cette galette des rois et là, oui, j'aimerais que vous fassiez un test, machin et tout. Moi, je suis là, bon, elle est un peu relou, je vais refaire un test, ça va lui faire plaisir. En plus de ça, j'ai une copine qui avait chopé le Covid. Pourquoi pas, tu vois? Je suis au téléphone en visio avec ma pote Alice David qui s'est rencontrée grâce au podcast. Oui. Et j'ai les résultats en face et vraiment, elle a pris des captures d'écran qui sont mythiques où genre ma tête se décompose, il y a marqué positif. Vraiment, il y a la première tête où je suis comme ça, tu vois, en mode traumatisée, la deuxième où je suis comme ça en mode merde. La meuf est un mème. Merde, à cause de moi, le film va être un échec, il ne va pas faire de tournée. Si ça se trouve, il va contaminer toute sa famille, il y aura tous les titres Pauline Grisoni à contaminer. Enfin, vraiment, ça y est, le poids sur mes épaules du monde entier, quoi. Et j'ai dû appeler la production. Vraiment, la queue entre les jambes. En mode, vous allez rigoler. Ils ont pas rigolé. Ils ont pas rigolé du tout. Ouah, la honte. Et a priori, il a rien eu, heureusement. Mais la honte. Ah, et j'ai mangé ma galette des rois toute seule. Je l'avais commandée comme quoi il y avait de l'importance. Ça t'apprendra. C'était super triste. Et j'ai même pas eu la fève parce que vraiment, j'ai été écœurée au bout d'un quart, quoi, tu vois. Tu manges un quart de galette des rois, c'est beaucoup, hein, déjà. Je me suis dit, j'ai mangé l'autre bout demain. J'ai mangé le reste le lendemain et j'ai jeté la moitié, mais j'en pouvais plus et je n'ai pas eu la fève. God damn. Donc, ou un petit fail. Bien joué. Non, mais franchement, bien joué. Pas mal. Ce serait sympa qu'on fasse une interview avec Astier et Arnaud Ducret en mode, bah, parlez ensemble, vous avez des choses à vous dire. Bonjour, monsieur Ducruet. Bonjour, Steven Astier. Moi, j'ai des questions, d'ailleurs, merci beaucoup pour vos questions, elles sont trop bien, qui vont un petit peu dans ce sens-là, dans le sens des anecdotes. Je me permets de rebondir dessus. Est-ce que tu as déjà décidé de ne pas Attends, non, je vais recommencer, c'est compliqué là. Pocket. Tu sais quoi, il y a 2 questions qui vont ensemble, je vais les faire. Vous faites quoi quand vous êtes vraiment pas d'accord avec les idées véhiculées par votre invité ? / est-ce que vous avez déjà décidé de ne pas diffuser certaines interviews ? Je pense que les deux vont plus ou moins ensemble. Bah écoute, ouais, c'est marrant parce que je vois très bien pour toi, vu que tu m'as déjà raconté un peu, pourquoi tu les lis. Et j'ai pas dit la partie drogue, hein. Donc je t'ai gardé quelques petites sucreries, des petites douceurs sucrées. Petit teasing, elle est très forte. Mais en gros, alors moi, quand quelqu'un me dit un truc avec lequel je suis pas d'accord, je crois qu'il y a encore quelques années, j'aurais laissé dire. Mais aujourd'hui, je laisse plus dire, en fait. Ah ouais. Et je suis vraiment dans ce truc de, bah, je vais un peu te secouer la couenne, tu vois, mais de façon sympa, parce que de toute façon, je suis sympa. Ou alors, tu vois, de demander, bah, pourquoi ? Ah, tiens, pourquoi tu penses comme ça, quoi, tu vois ? Et puis de voir, en fait, comment la personne réagit. Dans l'histoire de Daron, ça arrive souvent où il y a des mecs qui viennent dire, eh bah, en fait, ma nana, elle est tombée enceinte alors que j'en voulais pas. Et tu vois, en fait, là, maintenant, systématiquement. Elle est pas tombée enceinte solo, frérot. Les mecs, je leur dis, mais, alors, ok, mais, et ta contraception à toi, c'est quoi? C'est ça. En fait, tu veux pas d'enfant, donc prends en charge ton truc. Et souvent, ça permet, tu vois, d'avoir une petite discussion autour de la contraception masculine, qui effectivement est globalement nulle, hein, y a pas grand chose. Mais, juste, en fait, si tu veux pas d'enfant, bah, mets des capotes, quoi, tu vois, c'est possible. Mais c'est vrai que je crois que, il y a encore quelques années, j'aurais juste laissé dire en disant, ok, bah, elle aurait dit ça, mais, alors que là, aujourd'hui, je suis plutôt tellement à l'aise que j'ai pas de problème pour venir, tu vois. Ah bah non, bah là, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, et en fait, ça
Ça n'empêche pas d'avoir une discussion déjà, je trouve ça cool de venir le dire. Mais bien au contraire en fait, enfin, ça permet d'aborder des points de vue différents et de gratter sur des sujets... Enfin, quand tout le monde est toujours d'accord dans la même pièce, c'est pas là où on va vraiment avoir des discussions les plus profondes nécessairement, tu vois. Après, l'épisode il y a un épisode en tête que j'ai jamais diffusé, c'était avec un daron qui venait me raconter qu'il élève ses filles à Dubaï et que, en gros, il est expatrié et que il a 2 petites filles et en fait, en gros, qu'est-ce que ça fait d'élever des petites filles à Dubaï, quoi, tu vois. Et donc moi, je venais avec plein de questions sur le rapport aux droits des femmes, ce que ça fait et en fait pas du tout, c'était juste le mec le droit des femmes. Il était vraiment en mode de quoi vous... Tu vois, il était vraiment en mode total expatrié et c'était pas intéressant du tout. Ah oui, dans le sort de microcosme où on ne sort pas de Ouais, c'est ça et puis d'avoir des nannies pour ses gamines et en fait d'en avoir strictement rien à foutre, limite de la vie de ce qui se passe en dehors du pays, quoi. Donc c'était extrêmement décevant. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Et en fait, tu vois, je l'ai un peu asticoté et en fait comme il y a rien qui en venait, moment, tu captes que ça va pas le faire. C'est juste je me suis dit en fait je vais pas le diffuser, quoi. Et alors comment tu justifies ça après? Écoute, je l'ai endormi tout simplement, c'est-à-dire que je l'ai jamais recontacté. D'ailleurs Thomas, si tu nous écoutes, non, je rigole. Non mais ouais, c'est vrai que aujourd'hui par exemple, c'est pas un truc que je referais. C'est-à-dire que s'il y avait un épisode que je diffusais pas, je crois que j'enverrais un message. Mais à l'époque, tu vois, j'étais en plein dans Mademoiselle et tout, j'avais d'autres choses à foutre. Je me suis juste dit, c'était pas très respectueux pour lui. Je l'entends bien. Mais il t'a recontacté, mais il m'a jamais recontacté. Ah, c'est cool. Sans quoi je lui aurais dit, désolé, en fait, je vais pas le diffuser parce que c'est pas d'équerre avec ma ligne édito. Mais c'est vrai que j'ai jamais rediffusé. J'ai jamais diffusé, je l'ai jamais prévenu. Moi, j'aime pas trop le conflit, donc. J'habite. Pourquoi pas? Ouais, et puis il y a un truc aussi où c'est compliqué quand c'est pas aligné avec tes valeurs parce que il y a l'un des plus gros points positifs avec le fait d'avoir son propre média. Alors toi, tu l'avais avec Mademoiselle, mais c'était pas le média c'était pas Fab Florent, c'était Mademoiselle. Ça, je trouve ça génial. Je diffuse les gens avec qui je suis en accord. Parfois, il y a des gens, je suis intéressée par leur personnalité. On se ressemble pas, mais je les trouve intéressants. Je les respecte dans ce qu'ils sont et ça me plaît bien de les avoir, tu vois, sur mon podcast. Puis parfois, il y a des gens qui cartonnent, mais qui... T'as beaucoup de personnalités. En fait, t'as quasiment que des personnalités dans ton podcast. Ah, moi, c'est le but. Oui. Le but, à la base, en fait, c'était de me faire un réseau à Paris parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. Et je me disais, comment est-ce que je peux me faire un réseau? Donc, moi, je le dis, c'était centré sur le parcours de personnalité parce que je voulais rencontrer des personnalités, me faire un réseau, me faire connaître aussi parce que je me disais, grâce à la communauté de chacun, voilà, ça fait effet boule de neige. C'est beaucoup plus compliqué de démarrer de cette manière-là, mais par contre, ton ascension, elle est aussi plus rapide. Ouais. Voilà. Mais ouais, et puis aussi si je vais sur quelque chose d'un peu plus philosophique, moi ça me plaisait bien de prouver que derrière chaque parcours qui a l'air extraordinaire, en fait il y a quelqu'un qui a bossé non seulement dur, mais qui a dû aussi surmonter beaucoup de choses et que ça n'existe pas forcément les contes de fées comme certains médias le dépeignent, quoi. Et donc ton épisode que t'as jamais diffusé? Ouais, alors moi, putain, c'était une déception. C'était, je crois que c'est le 3e, un truc comme ça. Ah ouais. Donc le premier épisode, j'ai mis 6 mois à trouver quelqu'un qui accepte, déjà. J'ai dû envoyer 200 messages, tu vois, 200, 300, un truc comme ça. Je réussis au bout de 6 mois à avoir une personne. J'ai une deuxième personnalité, je me dis, 3e, la première fois où la personne a une communauté. Donc je me dis, ça y est, c'est un tournant pour le podcast. Je suis arrivée. Enfin, ce dur labeur aura payé. Et c'était un rappeur que j'aimais beaucoup. Je me démerde je datais un mec à l'époque qui avait un studio d'enregistrement et moi je m'étais persuadée qu'il fallait être ultra pro et qu'il fallait aller dans un studio pour avoir un son correct, tu vois. Spoiler, pas du tout. Pas du tout. Et mon son était beaucoup plus nul à l'époque qu'il est aujourd'hui dans mon appartement.
Et donc je me démerde pour avoir ce studio qui normalement se loue des fortunes, plusieurs milliers d'euros l'heure. Donc vraiment je me rajoute une pression parce que je devais réussir à remercier plus de monde et voilà. Et le mec arrive et le mec est tout rouge, en sueur, très très énergique. Voilà, il est 19h et je me dis waouh. Il a pris pas mal de café. J'ai jamais consommé de drogue, mais vraiment. Point de suspension. Vraiment, je vois. Ouais, tu ouvres le petit Robert et tu vois la définition et t'es là, ça coïncide quand même pas mal. Ah oui, il faisait. Donc j'étais là. Ah, j'ai même un indice sur la drogue en question. C'est quand même cool. Donc on commence, voilà, je mets mon matos, je tremble, je suis en sueur. Tu sais, j'ai la patouse parce que vraiment je stresse, ça m'intimide vachement, quoi. Et le mec me dit, en fait, il y a qu'un sujet. C'est mon ex-copine qui m'a fait un enfant derrière le dos et qui m'a fait un procès pour que je le reconnaisse. Je me dis, waouh, sujet facile. C'est genre, sujet facile. Donc je suis un peu déroutée, je suis là, mais du coup t'es encore en procès, donc peut-être que ça peut te mettre en porte-à-faux de faire un épisode dessus. Et le mec me dit, en fait, je t'explique, si je te raconte pas ça, je te raconte rien. Et je me casse. Je suis là, d'accord, bah du coup on va raconter ça. Donc le mec commence à dire machin, et cette nana, et cette salope, et je suis là. Je suis gênée, tu vois, je suis grave gênée. Et il y a vraiment le moment de trop, il dit, ouais, de toute façon, comme ces salopes de féministes, il est pas tombé sur la bonne personne, parce que là, j'ai bugué, j'ai appuyé sur off, j'ai fait, écoute, j'arrête l'épisode. Tu vois, là, pour le coup, j'ai eu un sorte de déclic, j'ai fait, écoute, j'arrête l'épisode, ça va te porter préjudice, ça va me porter préjudice, je pense que ni l'un ni l'autre, on a intérêt à diffuser un épisode qui diffuse ce genre de message. Je pensais à lui, je me suis dit, mais enfin, je ruine sa carrière avec un épisode comme ça. Et moi, ma carrière, elle a même pas commencé, tu vois. Donc, moi, j'aimerais bien qu'elle débute et pas qu'elle débute là-dessus. Et je suis super mal à l'aise. Et le mec me dit, en fait, je vais me casser. Genre, si tu remets pas le bouton on et qu'on raconte pas cette histoire, je me casse. Donc, je me prenais une menace, hein. Donc, bah, j'ai remis le bouton on et j'ai passé le reste de l'épisode comme ça, vraiment. Vous ne me voyez pas si vous regardez pas la vidéo, mais j'avais le regard dans le vide. Absent. Ouais, moi j'étais partie. J'avais fait une je sais plus quel terme, mais genre je n'étais plus dans mon corps. Tu vois, j'étais sur une île déserte loin. Donc j'imagine que tu l'as jamais diffusé. Je l'ai jamais diffusé et là pour le coup, j'ai eu des relances et j'ai fait j'ai pas trop répondu, j'étais là, j'attends un petit peu. J'ai eu deux hommes, j'aimerais une femme, et puis un jour il m'a pas relancé et je me suis dit, si jamais il me relance trop, son attaché de presse, je lui dirais honnêtement, tu as de la chance que je ne diffuse pas l'épisode de ta personnalité, parce que vraiment, enfin moi j'étais outrée de ses propos. Ouais, ah oui, bien sûr. Choquée. Voilà, et il est reparti comme ça. Donc voilà, et c'était le 3e épisode. La déception. Bien joué. Enfin, du coup, j'avais que 2 épisodes, quoi. Tôt ou tard, t'en as eu un 3e. Putain, comment tu sais? Bah, je sais pas. Comme ça, petite intuition. Je me dis, mais... Mais je l'ai eu genre 4 mois après. Hein. Ouais. Ah oui, gros conseil que j'ai déjà donné. Donc désolé, je fais une répétition. Mais faut mieux faire beaucoup et pas ouf plutôt que d'être trop perfectionniste et d'attendre la bonne personne, la bonne interview, parce que on se rôde pas du tout dans ces cas-là. Ah non. Donc il faut mieux faire, se rôder, apprendre, voilà, la carte son, Steven, voilà quoi. Tout va bien. Et puis en fait, à la fin, il y a pas mort d'homme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste, t'as honte. Est-ce que vous pensez qu'Alexandre Astier, 3 jours après, il était dans un resto, il était là, et alors vous imaginez bien que ce connard, non, le gars, il est passé à autre chose. Oui. Tu n'es pas le centre de sa vie. Ah non, pas du tout. Et malheureusement d'ailleurs. J'aimerais bien l'avoir en interview un jour pour réparer ça. Oh, mon rêve d'avoir Alexandre Astier. Il est pas, oui.
Bon, j'ai une question. Si vous pouviez donner un conseil à la Pauline ou au Fabrice qui va enregistrer sa toute première interview, qu'est-ce que vous lui diriez? Commence. Écoute, moi je crois que je lui dirais essaie d'être le plus possible toi-même. Ouais. Et de ne pas faire du question-réponse. De même pas avoir de questions. Juste de discuter avec la personne. Ah ouais, c'est la même chose. T'allais dire pareil. Ouais. Oh là là. Franchement, j'essayais d'être ultra pro parce que je me disais ma carrière de journaliste se joue, tu vois. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je ne veux même plus être journaliste. Donc, comme quoi, pression très peu nécessaire. Vraiment, essayer d'être le plus soi-même parce que c'est comme ça qu'on met du relief dans un épisode. Et c'est la personnalité qui fait qu'on revient pour un podcast, quoi. Très d'accord. Évidemment que les interviewés sont le centre d'un podcast, mais quel est le lien, c'est toi. Et tout à fait. Et ouais, mettre sa personnalité en avant, être soi-même, arrêter de vous foutre une pression à devoir être ultra professionnel, parce qu'en fait, ça n'a pas de charme. Ça n'a pas de charme, c'est un peu chiant même, non ? Fin du podcast, voilà. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, c'est cool. Ah, mais je peux te dire que c'est pas professionnel, là. Hein. Allez, à moi une question. Alors, allez, je vais en faire deux à la fois. Comment est-ce qu'on évite de faire des durant un épisode et vous faites quoi à l'inverse quand votre invité a un tic de langage ? Parce qu'en plus, toi, t'as des anonymes, t'as pas mal d'anonymes sur ton podcast. Ouais, j'ai beaucoup d'anonymes et globalement, ils s'en sortent plutôt bien. Chapeau. Et moi, j'ai plutôt des tics de langage qui me saoulent, où je dis beaucoup, en fait. Et moi, je dis de ouf. Le reconnaître, c'est déjà une première c'est dur étape. à gommer. Hein. C'est vraiment très très dur à gommer. Enfin, je sais pas comment tu fais pour le gommer toi, mais moi j'ai pas envie de le gommer. Je sais que j'ai un commentaire négatif sur iTunes une fois tous les voilà. Je m'en fous. Franchement, il y a d'autres choses qui m'importent. Ouais. Mais non, globalement, les gens, enfin, en tout cas, moi, les gens que j'ai qui sont plutôt effectivement des anonymes, ils se démerdent plutôt pas trop mal. Parfois, c'est un peu long. Mm-hmm. Dans ce cas-là, ouais, je monte. Mais c'est très rare. Hein. Toi, t'as plutôt des gens qui sont chevronnés et qui ont l'habitude du micro. Alors, sur la leçon, en revanche, sur les autres podcasts, j'ai souvent des anonymes. Même les 3/4 du temps, en fait, des anonymes. Donc, je suis vachement confrontée à ça aussi. Je coupe beaucoup et je coupe et je fais fusionner les deux petits. Ouais. Tu fais du montage, tu fais du jump cut, ce qu'on appelle sur YouTube. Je ne savais pas, mais c'est ce que je fais sans le savoir. Et ça permet de faire une transition plus naturelle. J'en coupe pas mal, j'en laisse quelques-uns qui ne peuvent pas être coupés sans dénaturer le son. Voilà. C'est vrai que je me rappelle d'un épisode où je m'étais dit, ah là, ça va être compliqué à l'écoute. Ça va être compliqué. Et étonnamment, c'est un épisode qui a très bien marché parce que la personnalité avait une communauté qui la suivait beaucoup et qui était très, très touchée par elle. Alors justement, j'ai une question. Tu préfères quoi, toi ? Avoir des anonymes ou avoir des personnalités publiques ? Moi, j'ai toujours un peu le côté, je suis trop contente de rencontrer une nouvelle personne qui fait un truc que j'admire. Je pose toutes mes questions. Je suis toujours hyper contente, franchement, des acteurs que j'adore et tout. C'est sans être fangirl, mais il y a un peu de ça où je me dis, c'est quand même vachement sympa. Je pensais jamais rencontrer telle ou telle personnalité. Donc ça, c'est génial. En revanche, il y a des épisodes où je me suis pris des claques avec des anonymes et pour moi, c'est complètement décorrélé, tu vois, genre une personne qui me touche, c'est une personnalité, c'est pas c'est une histoire, c'est une générosité. Mais non, comme j'ai l'impression que j'ai pas encore fait mon trou là où je voudrais le faire, je suis toujours trop contente de rencontrer des gens du métier, leur poser toutes mes questions, même hors micro, mais t'as fait comment ? Et puis pour ta promo, t'as quelqu'un ? Je pose toutes les questions bêtes et naïves, vraiment, que je peux. J'en profite. C'est quoi le trou que t'as envie de faire ? Tu dis, j'ai pas encore fait le trou dans lequel j'ai envie de... Moi, vraiment, mon rêve d'enfant, c'est d'être comédienne. Okay. Sauf que c'est le truc, tu sais, c'est pas un vrai métier. C'est bouché.
Donc j'étais là, bon, qu'est-ce qui s'en rapproche? C'est être journaliste, présentateur. Donc du coup, je vais être présentateur télé. Tu vois, je me disais, c'est déjà plus un métier. Ok. Comment est-ce qu'on devient présentateur télé? Faut commencer dans une rédaction, tu vois, en fait. Ah ouais. J'ai fait un nivellement par le bas, en fait, de capter. Et ouais. Dans une rédaction écrite, en plus, donc même pas à la télé, quoi. Mais dès qu'il y avait un Facebook Live, j'étais toujours celle qui, tu vois. J'interviens sur 50 minutes inside. Mais moi, je le prends vraiment comme un entraînement. Ok, la caméra, comment est-ce que je parle pour être expressif, pour machin et tout. Et ouais, j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux faire pour rester dans un milieu créatif, mais un milieu qui existe. Ok. Et toi, c'était quoi ton rêve d'enfant? Je sais pas. C'était, moi, je voulais, j'ai retrouvé un truc que j'ai fait quand j'avais 12 ans où je faisais un magazine de jeux vidéo, tu vois. Donc j'étais vraiment déjà dans ce truc des médias, quoi. Ouais. De la création aussi. Ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, je suis, enfin, tu vois, je crois que si on prend le petit Fab de 8 ans et qu'on lui dit, tiens, en fait, à 45, tu seras là, il dit, pas mal joué. Je suis trop contente aussi. Pas mal, quoi, tu vois. Grave. Et pourquoi tu fais pas un contenu sur le gaming et tout? T'es sur Twitch, toi? Ouais, un peu. Ouais. Mais non, mais ça m'intéresse pas. Je suis pas. Ah, ça y est, Oui. Non, okay. C'est juste quand j'étais gamin, j'avais 12 ans, j'étais à fond sur les jeux vidéo, quoi, tu vois. Ouais, je vois, je suis un peu à fond. J'ai une console et tout, mais je joue beaucoup moins qu'avant, donc je suis moins... Oui, donc tu es moins passionné, en fait, donc il faut que ça commence par ça. Hein. Tout à fait. Effectivement. Et c'est à nouveau la fin de l'épisode, tu sais, genre, les gars qui se trouvent des conclusions toutes les 2 secondes. Mais moi, je préfère interviewer des anonymes. Vraiment. Ah ouais. Ouais, et c'est pas parce que... Peut-être parce que t'as fait le tour chez Mademoiselle aussi. Non, mais il y a un côté... Alors, j'adore toujours rencontrer des gens, parce que souvent, les artistes que je reçois, ou les entrepreneurs et les entrepreneuses, ils sont toujours passionnés, et ça, c'est génial d'avoir des gens passionnés. Grave. Mais c'est souvent aussi des gens qui ont l'habitude de l'exercice et du micro, tu vois. Là où je trouve qu'il y a un truc très touchant dans les gens qui viennent te déposer une histoire qu'ils n'ont jamais racontée nulle part ailleurs. Toi, c'est des belles histoires, tu vois, en plus, ouais. Où tu peux avoir des artistes qui vont s'autociter, ça me saoule, tu vois, quand ils font. Alors comme je dis toujours, je suis là, ah ouais, donc... si tu l'as dit partout ailleurs, c'est pas très grave que tu le dises pas dans mon podcast. Ça m'est arrivé une fois d'arrêter l'interview et de dire, alors je suis désolé, tu passes ton temps à t'autociter, ça veut dire que mes questions sont pas bonnes, en fait. Est-ce qu'on peut trouver une autre façon de faire? Enfin, tu vois... Waouh, mais Fab, mais c'est hyper violent. Mais non, parce qu'en fait... tu l'as terminé, le mec. Mais non, parce que ça a ouvert une toute autre discussion. C'était vraiment canon. Et le mec l'a pas mal pris? Non. Il a fait, ah ouais, je suis désolé et tout. Je lui dis, mais c'est pas contre toi, c'est juste, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Tu vois, quand ça veut dire que si je suis en train de te poser des questions où t'as déjà répondu 1000 fois, c'est qu'en fait, mon interview est pas bonne. Tu l'as mis de façon intelligente. Oui. Donc, et en fait, c'était trop cool. Il en a pris conscience. Il a fait, ah ouais, je suis désolé. Et en fait, je lui dis, mais moi, je viens de chercher sur des trucs. Ouais, mais ouais. Voilà. Mais oui, je préfère avoir des anonymes en vrai. Alors, il y a un truc aussi, je dois dire que les épisodes avec des anonymes, c'était souvent des experts sur des sujets très précis. Oui. J'étais pas là à écouter des histoires, j'étais là à parler de cohérence cardiaque ou de comment équilibrer son petit déjeuner. Donc c'est pas des sujets. C'est pas pareil. Non mais c'est vrai. Vas-y, juge mes podcasts, ils sont trop bien mes podcasts. Ah non, en plus je suis même pas en train de dire que c'est moins bien, c'est juste effectivement. Non mais juste, t'es en train de parler d'experts. Ouais, tu crées pas du lien comme quand une personnalité vient de dire, j'ai jamais raconté, mais c'est vrai que c'est un truc. Enfin, parfois il y a des histoires, elles te touchent tellement, t'as l'impression d'avoir recueilli un petit secret, tu vois, et t'es là, je vais en prendre tellement soin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, moi, avec les anonymes que j'ai eus, j'avais pas ce rapport-là pour cette raison-là, en fait. Je viens de tilter. Donc, c'est un peu dur de dire c'est pas ce pareil. Que je préfère. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. C'est à moi la question. Ouais, là. T'as d'autres questions? Non, c'est toi qui... J'ai fait la dernière question, c'est à toi. Alors, quand tu interviews une personne célèbre, combien de temps peut passer entre la première prise de contact et l'enregistrement? Ouais, alors on a rigolé tout à l'heure quand on a parlé de ça, on était là. C'était un beau jour de mai, tu vois. Genre, ça peut prendre des années. Ah, des années. Des années. C'est... Tiens, je pense à Pénélope Bagieux, par exemple. Ouais. Je rêvais de la voir. Elle a gentiment répondu à mon mail. Elle m'a dit,
là, je suis en écriture. Après, je suis dans un pays étranger où je sais plus, peut-être que je confonds nos histoires, mais en tout cas, m'a dit, recontacte-moi dans 1 an, parce que je serai plus à même de. Je l'ai recontacté et le temps qu'on trouve une date, elle partait à nouveau en signature. Et en fait, t'es là, tu relances. Et puis, j'avoue, parfois, j'oublie aussi, tu vois, à force. Genre 1 an après, je suis là, mais Stéphane Bern, en octobre 2021. Putain, tu vois? Je viens de bouger mon botox, ça prend trop fort. Non, je rigole. Donc, ouais, ça prend... Oui, il y a des invités que je relance tous les ans. Ouais. 1 fois par an. Et c'est débile meilleur parce qu'on vœu. Et je sais que potentiellement j'en ai pour 5 ans, tu vois, ou alors de trouver un jour quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va me mettre en contact. Ouais. Et ça se passera plutôt comme ça, quoi. Et c'est qui la personne que tu rêverais aujourd'hui d'interviewer? Allez, top 3, parce que c'est dur qu'une personne. Alors je crois que j'aimerais bien interviewer, déjà je suis incapable de dire son nom correctement, Keanu Reeves. Oh, il est tellement gentil. C'est comme Tom Hanks, il n'y a pas une seule mauvaise anecdote de lui. Oui. Le mec est brillant, beau et gentil. J'aimerais bien l'interviewer dans Histoire de mec pour parler de masculinité avec lui. Ouais. Je crois que ça devrait être génial. Ouais. Écoute, je suis sur la trace de François Hollande depuis 5 ans, je crois. Et il y a d'autres choses à foutre. Mais il a l'air tellement drôle. Et bon, pour l'instant, il veut pas passer. C'est-à-dire que j'ai eu un non négatif, mais en fait... Ah, mais t'as déjà eu un contact? Oui. Beau gosse. Bah, beau ça, gosse. C'est jouable. Tu vois, vu mon réseau, c'est bon. De gaucho, là? Non, de gaucho, là? Je connais des gens qui le connaissent, ou qui connaissent son attaché de presse, tu vois. Donc, vous êtes dans le même quartier. Achète-toi un chien. Va promener ton chien. Ouais. Parce que moi, j'ai une de mes meilleures potes qui habitait dans le 20e, pas loin d'ici. Et un jour, elle promène son chien. Et ce chien renifle un labrador noir. Elle se retourne. C'est François Hollande. Tu me crois si je te dis François Hollande et Julie Gaillet? Non. Je te jure. Et François Hollande, ils étaient devant la maison de Julie Gaillet. Et il était là. Je sais pas, on va l'appeler... Poussoufle. Le chien. Okay. Poussoufle, viens ici, c'est l'heure de rentrer, tu vois. Donc le chien tout gentil, il est rentré dans la maison et tout. Je me suis dit, mais putain. Incroyable. Podcast. Incroyable. Je te le prête le mien si tu veux. Elle déteste ses autres chiens, ça le ferait pas. Ça le ferait pas. Donc écoute, voilà. Je crois que j'ai ça et. Classe. Écoute. Non, je sais pas. En vrai, j'ai pas de liste. Keanu Reeves et François Hollande, moi, je trouve que c'est un bon départ de liste, en tout cas. Ouais. Tu vois, j'ai vu que Hugo Décrypte, il y a eu Hugh Jackman, je me suis dit, putain, beau gosse. Et t'as vu Hugh Jackman? Fucking gosse. Ah, de ouf. Et moi, j'ai adoré cette interview. Et ça, c'est un truc que je trouve magique quand ça arrive parce que c'est rare. Hugh Jackman posait des questions et tu sens qu'il était réellement intéressé par l'intervieweur. Et c'est des moments un peu magiques parce que là, il y a une vraie rencontre en fait. C'est pas quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. C'est 2 personnes qui discutent réellement ensemble. J'aurais bien aimé faire, tu vois, Histoire de Daron avec Hugh Jackman. Oh ouais, il a l'air top aussi. Oui. Bon, top 3, honnête. Hein. Ouais, écoute. Alors, comme t'es parti sur Keanu Reeves, moi, j'ai plus peur. Je vais partir sur Brad Pitt, du coup. Ok. Voilà. Je ne choisis pas mes invités en fonction du fait qu'ils soient beaux ou pas. C'est peut-être hyper déplacé de le dire, mais c'est vrai que Brad Pitt, voilà, Tu le trouves beau? Il est magnifique. Il est magnifique. Il est drôle, il est doué. Ouais, Brad Pitt, j'avoue, voilà. Je rêverais de faire une émission avec Jonathan Cohen. Je pense qu'on peut se taper des barres. Oui. Je vois pas l'avenir, mais moi, je me vois bien juste poser mon micro et écouter et faire ah ah ah, tu vois, genre juste en rigolant. Mais c'est un peu un sub quand même. On avait eu Eric et Ramsey comme ça chez Mademoiselle. C'est fatigant. Hein. Et en fait, juste tu les laisses ils sont fatigants, faire leur truc, tu vois. Et mais j'aimerais bien avoir Eric Judor tout seul, par exemple, tu vois, ou Ramsey Bédia tout seul. Ah ouais, je l'aime beaucoup aussi. Bon, voilà. Mais juste, c'est fatigant quand il y en a 2 comme ça. Ah oui. Et toi, t'es là, bah, je vous laisser. Je claque pas la porte en partant, tu vois, genre.
Mais Jonathan Cohen, il est tellement drôle que je me dis, oh là là, incroyable. Pierre Ninet aussi, tu vois. L'un des deux, ça me plairait bien. Moi, je voulais François Hollande aussi, mais je le trouve pas très à même de faire une analyse sincère de son quinquennat. Et je suis pas certaine que ce soit un bon candidat pour parler de ses échecs. Bah, il doit forcément avoir au moins une histoire, tu vois, qui soit... Mais moi, en plus, je le trouve tellement brillant et drôle. Enfin, j'adore les gens qui ont de l'esprit, du piquant. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, un dîner, il doit être incroyable, quoi. C'est sûr et certain. Vraiment. Mais par contre, je l'ai entendu discuter a posteriori et je trouvais, il était là, non, pas du tout, alors qu'il a fait, par exemple, un super mauvais score. Enfin, c'est une réalité et c'est pas la honte du tout parce que l'époque était compliquée, post-attentat et tout. Il y a des raisons, tu vois. Mais je me suis dit, c'est pas forcément une personne qui est très à l'aise à l'idée d'analyser aussi. Oui, peut-être. Voilà. Donc, je sais pas si je l'aurais, mais j'aimerais beaucoup l'avoir. Sarkozy, il aurait pas mal de choses à raconter aussi. Ok. Et sinon, alors aucun rapport, mais Aurel San et Catherine Deneuve. Ok. Parce que Catherine Deneuve, pour moi, c'est l'icône du cinéma français. Je serais hyper émue à l'idée de la voir. Et Aurel San, je le trouve génial. Hyper intéressant. Mais regarde son docu, enfin. Ouais, je sais. C'est pas logique avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai pas dit que j'étais une podcasteuse logique. Voilà. Okay. Je suis plus littéraire que mateuse. Donc, voilà. Est-ce que quand vous écoutez des podcasts, vous arrivez à le faire avec plaisir ou alors il y a toujours une déformation professionnelle? Oh, j'adore cette question, elle est trop bien. Ben, j'écoute plus de podcasts, moi. Ah ouais, c'est vrai? Ah, ça, je peux plus. J'étais une énorme consommatrice de podcasts et maintenant j'écoute Laurent Deutsch, son émission d'histoire que je trouve incroyable, Entrer dans l'histoire. Et j'écoute très rarement des podcasts américains parce que j'ai l'impression que c'est loin de moi, quoi. Mais je peux plus, je suis trop au taf. Ok. Et toi? Moi, je peux pas faire autrement que d'écouter avec une oreille ah ouais. et une déformation, quoi. De la même façon que j'ai des amis musiciens qui sont incapables d'écouter de la musique juste pour l'écouter, quoi. Qui décryptent tout le temps, quoi. Bah, ou des potes réalisateurs qui ne voient que, tu vois, l'envers de la caméra. Et je comprends en plus, tu vois, c'est que tu finis par avoir une grille de lecture qui est complètement... C'est exactement ça. Ou des humoristes, tu vois, des amis humoristes qui voient très bien la musique qu'il y a derrière, tu vois, et qui sont... Mais t'as des potes trop cool, toi. Ouais. Le dîner avec un réal, un musicien, un humoriste. Oui, et donc je comprends ça, mais j'écoute des podcasts encore. J'écoute plutôt des podcasts américains souvent. J'aime bien les podcasts de Tim Ferriss, des interviews, mais globalement j'écoute pas beaucoup les podcasts d'interviews françaises parce que je veux pas je veux pas m'inspirer, mais je veux pas déformer ce que j'ai envie de faire de façon authentique. Et j'ai l'impression, j'ai peur que si j'écoute trop ce que font les autres, je vais soit me couper de trucs que je voudrais faire, soit m'inspirer et sans même m'en rendre compte, parce que parfois ça arrive, tu vois. Comme les humoristes, hein, voilà. C'est pas que conscient. Oui, ça l'est parfois. Parce qu'il a des potes humoristes, il peut. Ça l'est parfois. Non, mais tu vois, j'essaie de faire très gaffe à ça, et c'est vrai que de ce fait-là, j'écoute plus beaucoup de podcasts d'interviews en français parce que je sais que ça va me déformer ma vision des choses, quoi. Pareil. Et puis je n'écoutais que ça. Je pense que tu rentres dans ce milieu-là parce que t'es passionné. Moi, j'étais passionnée par le podcast. J'écoutais tout ce que je pouvais. Et aujourd'hui, juste, j'ai envie sur mon temps libre de faire des trucs qui me sortent de mon boulot. Ouais, je comprends. Et j'avoue que moi, en ce moment, je passe ma vie sur TikTok. J'ai pas dit que c'était bien. Je dis la vérité. mais moi, c'est TikTok en ce moment. J'aimerais bien me mettre à TikTok. Si ça se trouve, le jour où je vais me mettre à TikTok, je vais être là, putain, qu'est-ce qui me reste, quoi, tu vois? Parce que... le cinéma. En attendant que tu deviennes toi-même réalisatrice. Alors, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ou comédienne, pardon, j'allais le dire. Actrice, allez. Actrice. T'as vu comme elle ose même pas dire actrice, elle dit comédienne. À ton tour. À mon tour, il doit m'en rester peu, moi. Oui, il m'en reste une. Alors, attends.
comment est-ce que vous anticipez l'avenir, l'évolution de votre projet professionnel, etc. Comment est-ce que toi... Trop bien. Trop bonne question. Ouais. Je vais te le demander après parce que tu disais tout à l'heure que tu voulais être dans l'instant présent et que tu voulais pas réfléchir au futur et tout. Mais moi, je suis tout le temps là-dedans. Je suis tout le temps dans c'est quoi le truc d'après, quoi. Parce que, en fait, ça fait 20 ans que je travaille sur Internet et j'ai vu tellement de choses défiler, tu vois. J'ai vu des gens exploser puis disparaître du jour au lendemain parce qu'ils avaient raté, tu vois, par exemple, dans les blogueuses mode, combien ont réussi le virage de la vidéo? Ouais, c'est clair. Il y en a pas beaucoup. Si tu penses un peu. C'est clair. Et puis après, je pense à YouTube, Colline au premier abord, tu vois. Et puis Colline, ce qui est très fort, c'est que maintenant, elle est top sur TikTok. Oui. Et elles sont rares. Hein. Oui. Et tu vois, il y en a pas beaucoup. Et donc, parce que tu parles de la vidéo, mais en fait, YouTube, c'est en train de mourir complètement. Par exemple, les youtubeuses beauté ont vu leurs chiffres diminuer par 4. Donc, faut toujours s'adapter à la nouvelle plateforme et tout. Aller chercher TikTok, de ce fait-là, donc tout le monde est en train de migrer sur TikTok. Et en fait, je sais exactement ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, TikTok va dire, en fait, on vous avait ouvert le reach, le machin, et en fait, on va plus faire ça. Comme Instagram, quoi. Ouais. Comme Instagram a pu le faire. Donc moi, j'essaie déjà. En fait, pour moi, le podcast, j'espère vraiment que le podcast va réussir à rester dans un environnement ouvert, tu sais, parce qu'il y a de plus en plus de producteurs, de plateformes qui veulent avoir leur podcast à eux. Tu vois, Spotify qui achète des Spotify Originals parce qu'en fait, ils veulent le garder sur eux. Bien que ça, hein, tu sais. Ouais, mais moi, j'aime bien l'aspect ouvert et qu'en fait, on soit pas dépendant d'une plateforme. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec Insta d'une manière générale. Je crois qu'il y a un peu un côté... Je sais pas si c'est entre vieux cons et ok, en fait, je ne comprends pas cette plateforme et en fait ça ne m'intéresse pas, mais je crois pas que ce soit ça. Et il y a vraiment ce côté de, en fait, j'ai pas envie de me faire manipuler par Mark Zuckerberg, tu vois, en tant que créateur de contenu. T'as tellement raison, de ouf. Donc le truc que je fais, et en fait c'est pas encore sorti, mais tiens, c'est l'occasion de le dire, c'est qu'en fait je lance une formation sur une formation à l'interview qui sort dans quelques jours là. Trop bien. Qui sera sortie. Peut-être et tu vas la trouver où cette t'as un site internet qui regroupe tout? Ouais. Trop cool. Et tu vois, là, je vais vendre ça, en fait, en disant, tu vois, j'ai développé un savoir-faire. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un truc qu'on m'a pas mal demandé, tu vois, dans ces dernières années. Des gens qui m'envoient leur podcast en me disant, j'aimerais bien avoir ton retour et tout. Et désolé, mais en fait, je peux pas écouter tous les podcasts qu'on m'envoie. J'imagine que t'en as aussi, toi, non? Moi, c'est des cafés. On me demande, je l'ai beaucoup fait au départ parce que je venais de quitter mon taf, donc j'étais allez, on prend un café et je te briefe sur ce que j'ai appris et tout. Je me dis voilà, j'ai fait mes bonnes actions, j'ai fait ma part. Je peux pas, sinon je ne travaillerais pas, je ferais que du bénévolat. Ouais. Bah ouais, et pour moi il y a vraiment ce truc d'aller diversifier ses sources de revenus qui sont vraiment le truc pour moi le plus important, c'est-à-dire c'est quoi le truc vers lequel j'ai envie d'aller, qui me coûte entre guillemets le moins possible, ou alors dans lequel je vais mettre le plus d'énergie et à minimum coûter le moins possible en termes de prise de tête, quoi. Et vers lequel c'est serein et vers lequel il y a des sponsors, il y a de l'argent qui peut venir, quoi. Mais c'est vraiment, c'est pas quotidien, mais tu vois, c'est vraiment très régulier. Tous les 3-6 mois, je me pose. Souvent, je vais vers la mer, tu vois. Je prends quelques jours, je me casse tout seul. J'ai montré du doigt. Et je me suis retournée. Pauline s'est retournée. Je me barre le plus loin possible, tout seul. Et en fait, je réfléchis à c'est quoi l'étape d'après, quoi. Ok. Ah oui, tu penses qu'il faut se poser de temps en temps avec soi-même? On a la réponse comme ça? Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça fait, pendant 20 ans 15 ans chez Mademoiselle, j'ai faisait ça. C'est-à-dire que quand je savais plus trop où j'allais, c'est juste que j'étais dans le dur et j'étais dans le guidon. Et je prenais 5 jours, en vrai, pas plus, mais vraiment pas moins, parce que sinon, en fait, j'ai toujours la sensation que moi, pendant 2 jours, il y a le temps que ça redescende, quoi. Et le 3e, en général, ça commence à ressortir. Et en fait, le 4e et le 5e, il y a des trucs qui me viennent. Ah, ok. Mais je me pose le cul face à la mer. Il y a d'autres fois, je me suis retrouvé j'ai pris la décision de vendre Mademoiselle après 4 heures à regarder devant un champ d'olivier, à regarder dans le vide. Putain, et ça m'est venu comme ça et j'ai fait ok, j'ai juste besoin de vendre parce que je peux plus le faire, quoi. Ok.
Bon, voilà. Après, c'est mon tips à moi, hein, tu vois, il vaut que pour moi, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'adore confronter les choses parce que on sait pas tout. Enfin, moi, j'en suis là parce que j'ai posé toutes les questions et qu'on a bien voulu me répondre, tu vois. J'adore ça. Merci les gens, franchement. Alors moi, j'essaye de pas... C'est vraiment je suis quelqu'un de très angoissé. Et je suis vachement dans le côté attends, à chaque jour suffit sa peine, comme dirait ma mère. Je suis pas folle pour autant, tu l'as vu, je me verse des petits salaires parce que je suis voilà. S'il faut, je travaille à côté dans une boulangerie, j'ai pas d'ego là-dessus. Je sais que je m'en sortirai toujours parce que ben voilà, je reprendrai un taf de vendeuse ou je sais pas quoi. Bon. Mais en revanche, il y a pas mal de tournants où je me suis dit comment est-ce que je fais pour aller ce vers quoi voilà, j'aspire. Moi, c'est la comédie. Donc, il y a eu des moments où je me suis dit des sortes de petits déclics. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse de l'humour parce que c'est un moyen de se faire connaître, etc., etc. Et moi, c'est souvent sous ma douche ou en marchant en fait que j'ai des flashs, des idées. Et les grandes idées, ouais, c'est vraiment sous la douche parce que c'est le moment où tu te détends tellement qu'en fait ton instinct reprend le dessus. Et c'est vraiment des grandes idées, c'est pas genre des idées du quotidien Ok. Moi c'est plutôt les idées du quotidien sous la douche, tu vois. Ah moi c'est les grandes idées. Okay. La leçon, j'ai eu l'idée en marchant rue des Martyrs en face de la boulangerie Landman, je le vois. Voilà, j'étais là la leçon. La leçon en live, j'étais sous ma douche et j'ai fait putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour le 100e épisode. Et puis j'ai re-eu sous la douche, j'ai fait mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse pour diversifier ce que je fais, me tester, enfin vraiment tous mes trucs je les ai eu comme ça. Le t-shirt aussi, voilà. Mais je m'oblige à ne pas réfléchir trop loin parce que je trouve que c'est trop, c'est trop de pression, c'est trop. J'arrive pas à trouver mon mot. Au bout d'1h30 environ, moi je trouve plus mes mots. On y arrive. Mais c'est trop impressionnant, trop. Non, je le trouverais vraiment pas ce mot. Tu veux dire, ça te met de la pression de ce fait-là de te dire, ok, c'est quoi l'étape d'après, c'est ça? C'est trop écrasant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est trop écrasant. J'ai grandes ambitions et si je vois trop loin, c'est terrifiant. Je me dis que je vais jamais y arriver et que c'est vraiment le truc le plus dangereux chez moi. Ah. Et non, c'est trop grand, j'y arriverai pas. Donc je m'oblige à plutôt y aller par étapes et à monter une marche ou le barreau d'une échelle, tu vois. Je regarde plutôt comme ça. T'as quand même ce truc en fond. C'est-à-dire t'as quand même le cap. Le fond, comment est-ce que je deviens actrice? Ok. Donc là, par exemple, je suis trop contente. On m'a proposé pour la première fois d'être jury pour un festival de cinéma. Je serai qu'avec des acteurs, des réalisateurs. Mais je vais poser des questions encore et tout. Mais on te l'a proposé parce que c'est venu à toi ou parce que t'es allé demander? Non, je demande jamais. Okay. Je suis nulle à demander, mon Dieu. Je serais beaucoup plus loin, je pense, si je demandais. Mais moi, je suis là, non, pardon de me déranger, vraiment, continuez sans moi. Je ne fais pas de bruit, je me mets dans un coin. Je n'ai pas besoin d'eau. Ouais, en même temps, tu dis que t'as posé plein de questions à plein de gens, tu vois, donc tu l'es pas tant que ça. Poser des questions, oui. Demander pour soi. Ok. C'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil. Il y a 2 réalisateurs avec qui je parle de temps en temps et je suis là, oh, il a l'air super ton nouveau film. Et je suis là, vraiment, j'aimerais tellement demander juste à passer un casting. Moi, je demande pas à ce qu'on me prenne parce que je veux faire mes preuves, tu vois. Mais même demander est-ce que les castings sont ouverts et tout, je n'ai pas encore réussi. Ça fait 3 ans, je n'ai pas réussi. Parce que j'ai trop de questions non mais c'est horrible, les pauvres, tout le monde leur demande, qu'est-ce que c'est lourd au quotidien. Et puis franchement, c'est ridicule. Donc, je me dis, comment est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Alors, je suis en train de réfléchir à une formation. Je fais plusieurs masterclass. Je vais faire un petit format vidéo où tu sais, tu montres tes preuves. Bref, j'essaie de faire plutôt des petites actions comme ça qui me mènent ou pas à quelque chose, tu vois. Donc moi, je réfléchis pas comme toi parce que c'est trop écrasant. Ça y est, maintenant j'ai trouvé le mot, donc je vais le répéter. Ouais, mais en même temps, t'as quand même un but. Donc tu vois, je comprends que tu te dises, ok, j'ai pas envie de me le reprendre. Enfin, tu vois, de me le redire chaque jour parce que ça me met trop de pression. Mais en attendant, j'ai l'impression que
toutes tes actions, c'est pour aller vers là, quoi. Donc ça marche. En tout cas, je suis vraiment dans le périmètre. Je perce de plus en plus le cercle. Là, je commence à être dans un cercle moyen, tu vois. Je vais être dans le petit cercle bientôt. Mais comment est-ce que je fais pour sauter le dernier pas? Ça, j'ai pas encore la réponse. Donc, je sais pas. J'ai pas la réponse. C'est pour ça que c'est stressant, tu sais. Quand t'as pas la réponse au truc, t'es pas bien, hein. Voilà. Vous ratez une tête en vidéo, les gars, hein. Vous ratez une tête, hein. Enfin voilà. Mais c'était trop bien. Trop intéressant. C'est ouf parce qu'il y a des réponses où spontanément on a les mêmes comme ce qu'on donnerait comme conseil à Fab qui commence ou Pauline qui commence. Je pensais pas que t'allais répondre ça, tu vois. Je pensais que, je sais pas, t'allais avoir une autre réponse, mais en fait... c'est un bon conseil, j'imagine. J'espère, putain, parce que c'est celui que je me donnerais, donc... J'espère que je vous ai donné de beaux conseils à ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi, c'était trop intéressant. Et n'hésitez pas surtout à nous poser, si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre en message plutôt cette fois-ci. Oui. Et puis, longue vie à tes 18 podcasts. Bientôt 19, tu sais, genre... Le gars, c'est même plus des apôtres à ce stade-là. Oh là là, des apôtres. C'est une équipe de foot. Désolé, mais on est plutôt du côté à droite dans ma famille à la base. Pas de problème. On a des apôtres. On a des blagues sur la religion. Sur les cathos. Maintenant, je suis passé à gauche, moi. C'est bien. Tu sais, t'arrives à Paris, t'es là... l'ouverture d'esprit. Wow. On était beaucoup mieux en Vendée. Entre cousins qui se marient. Allez, ça part en couille. À manger des mojettes. À bientôt tout le monde. Merci Pauline, c'était chouette. Merci beaucoup.